Bien, bonjour à tous. Le PowerPoint est un peu déformé, c'est curieux, mais bon. Je vais aussi corriger cette petite erreur. Là, c'est le cours numéro 2 aujourd'hui. Donc, je corrigerai ça avant de mettre le PowerPoint en ligne. Bien, j'espère que chacun a trouvé un peu une place. Je suis désolé que les conditions soient aussi catastrophique, mais manifestement, il y a des problèmes de salle pour beaucoup de cours. Alors, je vais donc reprendre là où je me suis arrêté la dernière fois, en récapitulant ce que nous avons dit au sujet de la première génération du cognitivisme. Alors, j'en parle uniquement pour vous dire que je n'en parlerai pas. En réalité, hein. C'est-à-dire que mais on ne peut pas faire autrement, puisque lorsqu'on parle de linguistique cognitive, il y a une ambiguïté à cet égard. Donc, ce dont nous allons parler, c'est d'un autre courant qui n'est pas le courant cognitivisme symbolique computo-représentationnel. Hein, c'est une dénomination un petit peu complexe, mais qui a le mérite d'essayer de récapituler en une seule formule l'ensemble des propriétés, si vous voulez, de ce courant. On a vu 4 propriétés principales à ce courant. D'une part, c'est un courant qui adopte une perspective naturaliste, hein, c'est-à-dire qu'il explique les phénomènes mentaux comme étant au fond des phénomènes naturels, même si la naturalité elle-même, vous l'avez compris, en raison du fonctionnalisme de la théorie, même si le détail neurologique, anatomique, etc., de l'analyse ne fait pas partie du propos de ce cognitivisme, hein. Ça, c'est ce qui caractérise donc le fonctionnalisme. Ce que le cognitivisme symbolique cherche à décrire, c'est seulement l'architecture des phénomènes mentaux, indépendamment de leur support biologique. Mais pour autant, et c'est pour cela que pour certains auteurs il y a une forme de contradiction entre les deux, mais ça n'est pas vraiment une contradiction, c'est simplement une question de centre d'intérêt, pour autant le cognitivisme de cette génération est naturaliste, c'est-à-dire qu'il pense que même si ça n'est pas son travail à lui, les architectures fonctionnelles qu'il décrit sont elles-mêmes fondées sur des processus purement naturels, biologiques, neurologiques, hormonaux, tout ce que vous voulez. Bon, c'est plutôt neuronal ce qui a été étudié, mais disons qu'il y a cette idée que le naturalisme est tout de même un postulat de départ, mais bon, on l'a dit, plutôt méthodologique qu'autre chose. Enfin, méthodologique pas au sens de la méthode de travail, mais au sens, disons, des implications de la réflexion fonctionnaliste. Ensuite, c'est un paradigme qui est symbolique, on peut dire également représentationnaliste, c'est-à-dire qu'il décrit les états mentaux comme étant des représentations. Hein. Au fond, aujourd'hui, si on parle tant de représentation dans les sciences cognitives, les représentations, c'est un début de description des états mentaux. Dire que un état mental est une représentation, ou peut être décrit comme une représentation, c'est évidemment quelque chose comme une modélisation de cet état mental, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas dire tout de cet état mental, mais on dit quand même l'essentiel. Hein, un état mental, c'est une représentation qui peut être formalisée sous la forme d'une proposition, P de X. Hein, c'est-à-dire que, du coup, un état mental, c'est quelque chose comme X croit ou désire que P. Hein, si on a affaire à des croyances ou à des désirs, eh bien on va avoir une formule propositionnelle de ce type-là. Enfin, la dernière caractéristique de cette forme de cognitivisme, c'est son caractère computationnel, c'est-à-dire que les processus mentaux, peut-être la pensée, c'est difficile à dire qu'on puisse, enfin c'est disons une idée qui en particulier en Europe est difficile à accepter que la pensée puisse être réduite simplement à des processus mentaux, mais enfin, ça fait partie de la perspective naturaliste que de considérer que la pensée se réduit à des processus mentaux. Les processus mentaux consistent dans la manipulation de certaines règles de représentation syntaxiquement structurées. Donc, comme cette dimension computationnaliste, c'est elle qui va être, disons, liée
au privilège de la syntaxe sur la sémantique dans l'analyse de ce paradigme. Alors, j'avais donné également cette citation de Varela, Thompson et Roche, l'inscription corporelle de l'esprit, qui eux sont des auteurs qui ne s'inscrivent pas dans ce courant, mais qui le caractérisent très bien, en disant l'intelligence humaine comprise, donc l'intelligence en général, y compris l'intelligence humaine, ressemble tellement à la computation dans ses caractéristiques essentielles que la cognition peut en fait se définir par des computations sur des représentations symboliques. Une computation est une opération effectuée ou accomplie sur des symboles, c'est-à-dire sur des éléments qui représentent ce dont ils tiennent lieu. Il va de soi que ce genre de formule repose sur une métaphore bien connue, qui est la métaphore du cerveau comme un ordinateur, et c'est pour cela que la semaine dernière, et là dans la diapositive précédente, je distinguais le software du hardware, le software, les programmes, etc., le logiciel, c'est ce qui va intéresser le fonctionnaliste, ça ne va pas s'intéresser au hardware, mais vous comprenez que ce genre de théorie, qui apparaît donc, on l'a vu, au milieu des années 50, à partir donc, de ces deux manifestations de l'année 1956, ce cadre théorique du cognitivisme est intimement lié au développement de l'informatique, et que du coup la métaphore informatique, quoi qu'en disent les auteurs, a joué un rôle extrêmement important dans la façon de conceptualiser les phénomènes mentaux. On l'a vu également, cette façon de conceptualiser les phénomènes mentaux est une réaction à l'égard d'écoles antérieures, en particulier de l'école behavioriste, qui, elle, s'interdisait d'entrer dans la boîte noire du cerveau, et pour rester scientifique, n'étudiait que les entrées et les sorties, essayait de voir la relation entre les deux. C'est là où le cognitivisme de première génération se vit comme une innovation, c'est-à-dire qu'on entre dans la boîte noire et on essaie, alors non pas de regarder dans le détail ce qui se passe, mais de récupérer l'architecture fonctionnelle, les grandes lois syntaxiques, si vous voulez, de la pensée. Bien. Alors, dans les années 80, bon, ça commence un peu avant, mais disons que le paradigme se met au point dans les années 80, on passe à un autre courant de la linguistique cognitive, qui est, je vous le redirai tout à l'heure à partir d'une citation, mais qui est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui linguistique cognitive. La linguistique cognitive ou les linguistiques cognitives désignent aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, les travaux qui sont faits sous l'influence de ces auteurs, Langacker, Talmy, Laïkov, Fauconnier, qui sont, disons, les pères fondateurs de ce courant. Et lorsqu'on parle de linguistique cognitive, aujourd'hui, on n'entend plus du tout, on n'inclut plus du tout la linguistique chomskienne là-dedans, même si Chomsky, à un moment donné, a considéré que ce qu'il faisait était de la linguistique cognitive. Quand on parle donc de linguistique cognitive ou même des linguistiques cognitives sans précision, on parle de ce courant né, grosso modo, à partir des années 80, qui s'est constitué sérieusement à partir des années 80. Alors, je cite ici 4 des auteurs qui sont les pères fondateurs de ce courant. Donc, il y a d'abord Ronald Langacker, Foundations of Cognitive Grammar, c'est le premier volume qui présente le cadre théorique apparu en 1987. Leonard Talmy, donc, qui est l'auteur de 2 articles de 88 et de 88, oui, qui ont été repris ensuite dans un volume dont on parlera tout à l'heure, volume paru plus tard, mais vous voyez qu'on est aussi dans les années 80, Force Dynamics in Language and Thought, et The Relation of Grammar to Cognition, 88. Donc voilà, à peu près, vous voyez, on est plutôt à la fin des années 80, mais là, ce sont les publications, donc le courant se mettait en place peu à peu depuis les années 70. George Lakoff, Women, Fire and Dangerous Things, 87.
Bon, titre un peu mystérieux apparemment, mais qui s'explique assez facilement. Et puis Gilles Fauconnier, Les espaces mentaux, 84 en français, publié en 85, traduit immédiatement en anglais en 85 et réédité en 94 en anglais. Bien, alors je vais vous dire quelques mots pour fixer un petit peu les choses avant de parler des idées générales qui caractérisent ce courant, qui donc va nous occuper pendant toute l'année. On va travailler dans le détail sur les apports dans toutes sortes de domaines de ce courant de la linguistique. Je vais d'abord vous dire quelques mots de chacun de ces auteurs. Alors, d'abord, Langacker, vous voyez, né en 42, ils sont tous nés dans les années 40, au début des années 40. C'est vraiment un phénomène générationnel. Donc, il était professeur à l'Université de Californie à San Diego. Il l'est toujours, mais en tant que professeur émérite, c'est-à-dire il est à la retraite, mais rattaché à cette université. Alors, vous voyez que bon, il a des publications un petit peu qui sont antérieures au courant de la sémantique générative, enfin de la grammaire générative ou de la grammaire cognitive. Avant 76, il travaille sur des langues bizarres, sur l'aztèque. Bon, il a beaucoup travaillé sur cette langue, puisqu'il y a 4 volumes entre 77 et 84 sur l'aztèque. Alors, je ne connais pas précisément cette langue, je ne pourrais pas vous en parler, mais bon, c'est intéressant de voir que de remarquer le fait que c'est quelqu'un qui a travaillé, et c'est souvent le cas chez les Américains, de travailler sur des langues d'Amérique du Sud, pas très bien décrites, etc. Ça fait partie donc de la formation des linguistes. C'est important de le noter parce que souvent on reproche aux cognitivistes de s'intéresser aux universaux du langage sans voir le détail des langues particulières. Mais là, en l'occurrence, Langacker, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé de près sur une langue très différente de l'anglais. Ça n'empêche pas qu'ensuite, il va essayer de travailler sur ce qu'il y a de commun entre l'anglais et entre certaines variétés de langue aztèque. Mais il n'empêche qu'il connaît... il a une expérience des langues, de langues très différentes de l'anglais. Bon, le volume 1, vous voyez, dont je parlais tout à l'heure, 87, de Cognitive Grammar, donc c'est la grammaire cognitive. Donc le nom de Langacker est vraiment associé à une sorte de courant à l'intérieur de la linguistique cognitive qu'on appelle la Cognitive Grammar. CG, en abrégé souvent. Et donc, il donne les principes théoriques dans ce volume de 87, et plus tard, vous voyez, le volume 2 en 91, les applications et les descriptions. Donc, où on a des applications précises du modèle décrit dans le volume d'avant. Bon, il y a d'autres ouvrages, concepts, images et symboles, les bases cognitives de la grammaire. Donc vous voyez qu'on est clairement dans cette idée que là on travaille sur la grammaire des langues et on essaie de connaître quels sont les principes cognitifs qui sont à la base de cette grammaire. Grammaire et conceptualisation, en 99. Encore une fois, on a ici la notion de conceptualisation qui va être avec la notion de catégorisation, il y a une sorte de quasi-synonymie entre les deux, qui va être quelque chose d'essentiel dans la perspective de la linguistique cognitive. En 2008, un livre peut-être qui est assez accessible, que je peux vous conseiller si vous avez envie de connaître en détail ce courant. Cognitive Grammar, A Basic Introduction, paru en 2008. Je m'en servirai pour le cours, pour détailler l'apport de Langacker, mais pour ceux d'entre vous qui lisaient facilement l'anglais, c'est une bonne lecture. Et puis, un volume d'une collection Cognitive Linguistic Research en 2009, toujours Investigation in Cognitive Grammar. Donc,
la perspective de cet auteur est claire, c'est la grammaire cognitive, hein. Donc la description de la grammaire dans une perspective cognitive, et il faudra donc qu'on regarde dans le détail de quoi il s'agit. Je vous indique dans cette citation l'idée générale de la perspective de Langacker telle qu'elle est justement décrite dans ce livre dont je parlais il y a un instant, Cognitive Grammar, A Basic Introduction. Donc il dit, je traduis au fur et à mesure, hein, notre sujet c'est la théorie linguistique qu'on appelle la grammaire cognitive. Ce cadre théorique offre une perspective cohérente et assez large de la structure du langage, avec l'avantage, je plaide en faveur de cela, avec l'avantage d'être intuitivement naturel, psychologiquement plausible et empiriquement valide. Hein. Donc il y a là, si vous voulez, ça s'oppose au principe chomskien d'une grammaire universelle assez abstraite, etc. Ici, il y a l'idée de naturalité qui va être très importante chez tous ces auteurs, hein, dans des formes différentes. Donc on a l'idée qu'on veut décrire les phénomènes grammaticaux sur la base de phénomènes cognitifs qui sont eux-mêmes non pas des artefacts, non pas des sortes de machines abstraites qui ressembleraient à des ordinateurs ou à des programmes d'ordinateurs, mais on veut décrire les choses qui se passent naturellement chez l'être humain, hein, et qui sont donc psychologiquement plausibles, donc il y a une sorte de réalité psychologique des phénomènes, et puis qu'on peut bien sûr vérifier empiriquement. C'est néanmoins une perspective non standard, hein, par rapport à la formation orthodoxe en linguistique et par rapport à laquelle la formation orthodoxe en linguistique ne prépare guère. Ce qu'il vise par la formation orthodoxe en linguistique, c'est bien sûr la grammaire générative. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui va bien sûr apparaître d'une manière évidente progressivement, c'est que tous ces auteurs, hein, Langacker, Talny, Laïkov, Foucault, c'est un petit peu différent, mais bon, les trois premiers, sont des gens qui ont travaillé dans la perspective de Chomsky et qui sont des sortes de dissidents, en fait, hein, qui ont marqué une rupture à un moment donné, pour le dire très simplement, tout simplement en se rendant compte que la perspective purement syntaxique était extrêmement mutilante dans la description des langues et des phénomènes, non seulement des langues, des phénomènes sémantiques, mais aussi même de la grammaire des langues, hein, c'est le cas de Langacker. Donc l'idée c'est que on va accorder beaucoup plus d'importance à la dimension sémantique, sans pour autant perdre l'objectif d'une science et d'une forme de naturalisation. Alors, donc voilà, il explique qu'il va donner dans ce livre une présentation générale de la grammaire cognitive. Donc vous voyez l'abréviation CG, hein, c'est Cognitive Grammar. Donc l'idée la plus fondamentale de la grammaire cognitive, c'est de dire que la grammaire est symbolique par nature. Hein. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, si on définit un symbole comme une paire, comme l'association, si vous voulez, hein, un pairing, un couplage, un appariement entre une structure sémantique et une structure phonologique, d'accord? Donc, son, sens, hein, par exemple. De telle sorte que l'un est capable d'évoquer l'autre. Bien. Un simple item lexical, comme chunk, comme skunk, est symbolique parce qu'il consiste en une paire avec donc un sens et une forme phonologique. La grammaire, bien sûr, est concerné par le fait de savoir comment ces éléments se combinent pour former des expressions complexes. Le principe de base de la grammaire cognitive est qu'il n'y a rien,
il n'y a rien derrière les structures symboliques qui ait besoin d'être évoqué comme une caractérisation propre des expressions complexes. Bref, l'idée principale, c'est que le lexique et la grammaire forment une gradation qui, en fait, s'observe dans les formations de structures symboliques. L'élément nouveau, là, c'est l'idée que la grammaire, c'est de la sémantique, en fait. C'est-à-dire que partout, il y a des symboles, c'est-à-dire des associations sens-signification. Ces symboles, la description symbolique, c'est aussi la description qui va être adéquate pour les phénomènes grammaticaux. Donc la grammaire va être vue aussi comme des couples entre des significations et des formes. D'accord ? Donc vous voyez bien qu'on est dans une inversion totale par rapport au privilège de la syntaxe. Là, non seulement on s'intéresse à la sémantique, mais on dit que la grammaire, c'est aussi de la sémantique d'une certaine façon. Alors, Talmy, maintenant, le deuxième. Donc je n'ai pas mis sa date de naissance ici, je ne la connais pas, mais je pense qu'il est à peu près des années 40 aussi, comme les autres. Peut-être un peu plus âgé, je ne sais pas exactement, mais peu importe. Donc, vous voyez, lui, il était prof à Buffalo. Il a été directeur, il a enseigné là-bas pendant 15 ans, directeur du centre de sciences cognitives pendant 14 ans. Et vous voyez qu'il s'est baladé aussi à Berkeley, en Californie. Bon, on verra, Lakoff, c'est Berkeley. Donc, il y a quand même ici... on parle parfois de linguistique californienne pour toute cette linguistique, parce qu'elle est quand même... au départ, elle vient de cette zone des États-Unis. Mais aujourd'hui, cette école, c'est pas vraiment une école, mais c'est plutôt un courant théorique qui se répand dans tous les États-Unis et dans le monde entier également. Alors, ça, c'est un texte qui vient du site de l'Université de Buffalo, c'est sa page, c'est à l'intérieur de sa page personnelle sur le site, donc c'est la façon dont il se présente lui-même. Donc, sa recherche porte sur la linguistique cognitive, les propriétés de la conceptualisation, de l'organisation des concepts. Vous voyez qu'on retrouve cette notion de conceptualisation, de catégorisation, et la théorie cognitive. Donc ça, c'est son centre d'intérêt général, Broader Research. Et plus spécifiquement, il s'intéresse donc centralement à la sémantique des langues naturelles. Donc, à l'intérieur de cela, la question de la typologie et des universaux dans les structures sémantiques, les relations entre la structure sémantique et les structures linguistiques formelles. Donc, vous voyez qu'on retrouve cette idée de Langacker qui a à la fois des structures sémantiques qui sont couplées à des formes, donc lexique, morphologie, syntaxe, et la relation de tout cela avec la diachronie, le discours, le développement du langage, les pathologies, la culture, l'évolution d'une perspective donc évolutionniste, donc darwinienne si vous voulez, post-darwinienne. Et puis, vous voyez que lui aussi a travaillé sur des langues qui ne sont pas uniquement Enfin, il s'est intéressé à des sphères. Bon, là, l'indien, là, c'est pas je rectifie, il s'est intéressé à l'American Indian, donc oui, mais alors attendez, là j'ai un doute tout d'un coup. Est-ce que l'Indien américain, c'est assez curieux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'avais pas. Hein? Non, mais. Ça, c'est les langues. Il y a beaucoup de langues aussi en Amérique. Les langues. Oui, non, mais. Ouais, non, l'ambiguïté ici, je me demande s'il s'agit de travailler sur la façon dont les Indiens parlent l'anglais, l'américain, ou si. Ça revient au même, l'American Indian. C'est assez curieux comme formulation. Côté, oui, c'est possible. Ouais.
Ah, les Indiens d'Amérique, vous voulez dire la langue des Indiens d'Amérique? Non, ça c'est Native American Language. Ouais. Donc là, ce serait a priori la langue des émigrés indiens, enfin du coup l'anglais des émigrés indiens en fait. Oui, voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre en préparant cette diapositive, mais là tout d'un coup j'ai un léger doute. Bon, enfin passons, c'est un détail. Et puis donc la linguistique du yiddish. Hein. Donc simplement ce qui m'intéressait ici, c'était de voir cette idée qu'il y a donc un intérêt aussi pour des pratiques linguistiques diverses. Alors, il est l'auteur de 2 livres, enfin de 2 volumes d'un livre assez, enfin très connu hein, sur la sémantique cognitive, Toward Cognitive Semantics, donc 2 volumes, un volume sur plutôt, vous voyez, un volume plutôt général et puis un volume de typologie ces 2 volumes sont parus en 2000. Bon, il est l'auteur de très nombreux articles, bien sûr, et il prépare un livre qui va paraître en 2017, donc vous pouvez lire l'ensemble de l'entretien, je vous mettrai le lien ici, un entretien qui a été fait cette année pour une revue de linguistique cognitive, et on lui demande de dire quelques mots du livre sur lequel il travaille en ce moment. Et alors, voilà ce qu'il explique, comme ça vous donnera une idée claire de ses centres d'intérêt aujourd'hui. Donc, et le livre devrait paraître en 2017, mais ça fait longtemps qu'il l'annonce, d'ailleurs sous un titre tout à fait différent là. Donc il dit, voilà, le livre que je suis en train de préparer, qui va paraître au MIT Press en 2017, est intitulé The Targeting System of Language. Donc, le système de ciblage, de visée, de ciblage, target, oui, c'est quand même la cible. Donc, vous voyez que l'idée ici, c'est d'introduire un concept nouveau dans la cognition, c'est parler de targeting. Donc, l'idée qu'on va cibler quelque chose, qu'on va peut-être focaliser, bref. Ça se rapproche quand même de l'idée de focalisation, mais là, vous comprenez bien que l'idée d'un tel livre, c'est d'essayer d'introduire dans les sciences cognitives un nouveau concept fondamental, au même titre que, je sais pas moi, conceptualisation, métaphore, enfin, toutes sortes de concepts dont on va parler au cours de cette année. Alors, le but, c'est d'unifier les problèmes de Deixis et d'anaphore dans un système cognitif unique qu'il appelle le targeting. Dans les 2 cas, je ne vais peut-être pas lire toute la citation, vous la lirez vous-même, mais bon, l'idée ici n'est pas d'entrer dans le détail, mais de vous dire que c'est quelqu'un qui est encore en train de travailler, qui, malgré son âge, parce que s'il est né dans les années 40, il a autour de 75 ans. Ouais, voilà. Bon, après, il met pas sa date, elle n'est pas facile à trouver. Je vais pas chercher longtemps, vous me direz, mais on la trouve pas aussi facilement que pour les autres auteurs. Mais quand même, donc c'est quelqu'un qui produit des concepts nouveaux. Encore aujourd'hui, ce sont des gens qui sont un peu vieux, mais qui sont très très actifs dans le monde académique et intellectuellement très très actifs. Donc, on verra quand ça va paraître l'année prochaine. Peut-être que d'ailleurs, pendant le cours, je vous en reparlerai, si le livre sort, et je vous parlerai donc des retombées, de son accueil. En tout cas, c'est quelqu'un qui était à l'origine présent dans le développement de ce courant des sciences cognitives et qui est aujourd'hui encore très très actif. Un petit mot maintenant de Gilles Fauconnier, donc, qui lui était français, mais qui est allé aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, il y a quelque chose qui m'échappe? Ah, il vous fait penser à... Ah oui, d'accord. J'avais pas perçu la ressemblance avec Jackie Chan, effectivement. Mais peut-être que le vêtement blanc ajoute... bon. Vous voyez là, vous êtes
vous manifestez un sens de la similarité et de la relation d'analogie dont on va reparler au cours de cette année. Donc effectivement, il y a cette ressemblance, mais alors je ne sais pas s'il pratique les arts martiaux. En tout cas, il les pratique peut-être dans sa tête, puisqu'il est l'auteur de ce livre très très célèbre, alors qui a d'abord été publié en français aux éditions de Minuit, donc en 84, hein, ce livre, je vous le disais tout à l'heure, a été traduit en anglais très vite. Il est aussi l'auteur avec Mark Turner, qui est aussi une personne très très connue, mais qui a une dizaine d'années de plus que toute cette génération, donc il est un peu plus jeune. Donc il n'est pas dans le bloc des fondateurs, mais il est aujourd'hui considéré comme un des grands noms de la linguistique cognitive américaine, hein, Mark Turner. Donc il a écrit ce livre aussi, The Way We Think. Vous voyez, l'ambition n'est pas mince, hein. C'est un livre qui va vous expliquer comment vous pensez. Et à partir d'un concept dont je vais vous parler très précisément, le conceptual blending, donc le blending ou donc le mélange, si vous voulez, hein, le mélange de concepts, donc les complexités cachées de l'esprit. Vous voyez, bon, c'est très américain comme titre, hein, mais bon, c'est un auteur très important et il a introduit cette notion que tout le monde utilise aujourd'hui de blending, hein, qu'il faudra donc que je vous explique en détail. Et puis la notion d'espaces mentaux, mais qui est en fait après utilisée dans la théorie du blending. Alors George Lakoff est peut-être le plus célèbre de tous parce que c'est un activiste politique aux États-Unis. Toujours aujourd'hui, hein, il est vraiment impliqué très fortement dans la campagne présidentielle et dans le débat entre Trump et Clinton. Alors lui, Berkeley, hein, il est prof à Berkeley depuis 72, vous voyez, il l'est toujours. Donc sans doute il est émérite aussi, je ne connais pas bien les statuts des Américains. Donc il est des professeurs. Est-ce que le statut d'émérite est exactement le même qu'en France? Je n'en sais rien du tout, mais peu importe. En 80, donc, il publie un livre qui s'intitule Metaphors We Live By, donc qui a été traduit en français 6 ans après, Les métaphores dans la vie quotidienne. Pareil, aux éditions de Minuit. Hein. Un livre très connu, très intéressant, facile à lire. Vous pouvez vraiment le lire. Hein. C'est quand même un livre assez fondateur de ce courant. Donc vous voyez qu'il a travaillé avec Mark Johnson, qui est plutôt du côté de la philosophie au départ, lui. Le livre de 87, qui a été le livre, disons, qui a peut-être plus marqué les États-Unis au sens de la seconde révolution cognitive, si on veut adopter cette façon de parler de ce courant, portait donc sur la question des catégorisations. Hein. Donc, en fait, Woman, Fire and Dangerous Things, c'était pourquoi ça va ensemble, ces trois choses? C'est parce qu'il y a une langue dans laquelle ces trois choses, disons, ces trois entités, ces trois catégories, appartiennent à une seule et même catégorie générale. Hein. Je ne me souviens plus d'ailleurs de quelle langue il s'agit, mais c'est une réflexion sur le fait que nos catégories mentales peuvent très bien varier selon les cultures, etc. Et l'important, c'est que c'est une réflexion sur la catégorisation. Donc les trois concepts fondamentaux qu'a vraiment bien développé Lakoff, c'est d'abord le concept de métaphore, dans un sens complètement différent de la métaphore au sens des études littéraires ou de la philosophie traditionnelle. Hein, c'est de métaphores conceptuelles dont il s'agit, et ça c'est très bien expliqué dans les métaphores et la vie quotidienne. Ensuite, c'est la question de la conceptualisation et de la catégorisation. Ça, on en parlera beaucoup. Cette notion de comment notre esprit fabrique les catégories qui sont autour de nous.
enfin qui sont autour de nous, que nous percevons, comment se produit, comment peut se décrire ce processus de catégorisation. Et puis plus tard, un petit peu plus tard, la notion de frame. Alors bon, c'est difficile à traduire en français. Dans les textes français de linguistique, on dit frame. Hein, on n'a pas trouvé de traduction parce que cadre, c'est quand même pas terrible. Il a donc développé cette idée, je ne sais pas si le terme de frame apparaît précisément dans un livre, si voilà, donc dans Don't Think of an Elephant, hein, alors là aussi c'est un titre qui peut vous paraître étrange, mais ça repose sur une sorte de plaisanterie qui est en même temps une petite expérience très facile à faire. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant, forcément vous y pensez, quoi, hein. Et en fait c'est une façon, enfin grosso modo si vous voulez, cette formule elle vise à dire que dans le débat politique il ne faut jamais utiliser les mots de son adversaire, hein. Et il faut, parce que sinon on cadre la réalité comme son adversaire souhaite qu'on la cadre. Et donc tout le développement sur les frames et sur repose sur l'idée que les mots véhiculent une forme de cadrage de la réalité qui contraint votre interlocuteur, hein. Les mots que vous utilisez vous amènent donc à conceptualiser, si vous voulez, la réalité d'une manière différente. Oui ? Le cas du Brexit anglais, ça donne une réalité à quelque chose qui n'existait pas. Oui, le mot Brexit, effectivement, qui d'ailleurs se décline après, le xit devient un suffixe avec le Frexit, etc. Enfin, on peut tout imaginer. Effectivement, ça donne une réalité à quelque chose qui n'existait pas. Le point de vue de Lakoff conduit à... Bon, pour vous donner juste un exemple un petit peu concret, à dire par exemple qu'en politique, le modèle métaphorique qui sert souvent inconsciemment, hein, le plus de cadre de référence, c'est le modèle de la famille. On voit le chef de l'État comme un père, les peuples comme des familles, etc. Et que, au fond, entre les démocrates et les républicains, il y a deux façons de voir le père. Soit comme un père qui sait tout et qui fait sa loi, etc. Soit le père comme ce qu'il appelle ça le nutritive parent, c'est-à-dire un parent, enfin on dit le père, mais peu importe, c'est le père ou la mère, mais c'est jusqu'à présent, compte tenu de la domination masculine, disons, c'est plutôt le père dont il était question, mais enfin avec Clinton ça a peut-être changé. Dans l'autre cas, vous avez une possibilité d'avoir une image de la famille dans laquelle les parents sont plutôt des parents qui vont avoir comme but d'être dans une empathie avec leurs enfants, de les protéger, etc., etc. Et pas d'être une espèce de parents autoritaires. Hein. Bon, voilà. Donc, je résume très très grossièrement ces idées, mais c'est important parce que effectivement, il est connu. Peut-être moins que Chomsky, qui est aussi connu pour ses idées politiques, hein, puisqu'en France, il écrit de temps en temps, alors peut-être moins maintenant, mais dans le monde diplomatique, c'est aussi quelqu'un qui est engagé politiquement, mais Chomsky, il est engagé politiquement d'une façon qui n'a absolument aucun rapport avec ses théories linguistiques. Hein. Je veux dire, et même, c'est presque contradictoire. C'est-à-dire que alors que Lakoff est très cohérent, c'est-à-dire il essaie d'utiliser ce qu'il pense être vrai dans son analyse du langage pour donner des outils aux démocrates qu'il défend pour gagner des élections et pour se développer, etc. On dit qu'il n'y est pas tout à fait pour rien dans l'élection d'Obama, par exemple. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, c'est difficile à prouver, mais n'empêche qu'il a beaucoup agi dans ce sens. Donc, il a travaillé sur la métaphore également, donc la métaphore conceptuelle, donc dans la vie quotidienne, ça, je vous expliquerai ça d'une manière très détaillée, mais aussi sur la métaphore poétique, donc avec Turner. Et vous voyez, à partir de 1996, on a des livres politiques, hein, Moral Politics, Don't Think an Elephant, donc Know How Your Values and Frame the Debate. Donc Frame the Debate, ça veut dire sachez comment utiliser des bonnes métaphores pour cadrer la discussion à votre avantage. Hein. Whose Freedom, c'est la même chose. Bref, beaucoup de textes politiques après. Il a travaillé également donc sur
les mathématiques, donc avec cette idée que une certaine théorie cognitive permet de comprendre comment les mathématiques se sont développées. Donc pour lui, les mathématiques ne sont pas dans la nature, hein. Ils sont dans l'esprit humain, mais il y a des régularités dans l'esprit humain qui expliqueraient, selon lui, pourquoi on a fabriqué la numération de telle ou telle façon. Enfin bref. Et puis, l'idée qui va être très importante également dans tout ce courant, et qui est illustrée ici par le livre Philosophy in the Flesh, qui est donc la notion d'embodiment, d'embodied mind, c'est-à-dire la cognition qu'on appelle en français incarnée. Alors, c'est le terme qu'on utilise le plus souvent, mais vous voyez que c'est assez difficile à traduire, hein. Il faudrait dire incorporé dans une traduction littérale, mais incorporé, c'est assez curieux en français. Donc la traduction la plus usitée, c'est incarné, la cognition incarnée. Bien, donc c'est cette idée que la cognition, encore une fois, n'est pas une affaire de système abstrait, hein, d'une syntaxe, d'un logiciel abstrait, mais que nos processus cognitifs sont vraiment ancrés dans le fonctionnement de notre corps, de nos neurones, de notre biologie. Bien, alors, dans son dernier livre, vous voyez, 2014, il a réédité donc Don't Think of an Elephant, donc ça s'appelle The All New Don't Think an Elephant, et alors comme souvent, hein, aux États-Unis, il y a eu une campagne qui a commencé en août 2014, et vous voyez, j'ai repris cette phrase d'un site qui donc fait la promotion de ce livre, hein. George Lakoff revient avec de nouvelles stratégies sur le fait de savoir comment on cadre les problèmes politiques majeurs qui sont débattus aujourd'hui. Donc vous voyez, il va parler du changement climatique, de l'inégalité, de l'immigration, de l'éducation, de la personne, de l'avortement, du mariage, healthcare and more. Donc, vous voyez que c'est un linguiste qui a un champ d'intérêt qui est large, qui ne fait pas que de la grammaire, hein. Vous voyez, Langacker a, du point de vue de sa carrière, a une carrière académique beaucoup plus traditionnelle. Lakoff est quand même, et d'ailleurs c'est celui qui est le plus, il fait quand même exception, il sort du champ académique pour relier la linguistique à la vie sociale ordinaire, quoi. Alors, vous voyez, dans ce livre, il y a comment on peut faire des frames au sujet de toutes sortes de concepts. Je vous laisse lire ça tranquillement. Donc, voilà une présentation rapide pour que vous ayez une idée un petit peu concrète des personnes, des 4 personnes qui sont les universitaires clés du début de cette école linguistique, qui est, cette école, ce courant, je préfère parler de courant linguistique, qui est la linguistique cognitive. Il se distingue par différents traits, hein, qu'on a vu petit à petit. Langacker est plus directement sur la grammaire, Lakoff, Talmy, Fauconnier vraiment sur les espaces mentaux et sur la question des questions générales de la cognition, de la conceptualisation. George Lakoff introduit des concepts peut-être plus précis sur la métaphore et le frame, et puis élargit sa perspective vers une exploitation politique. Vous pouvez lire d'ailleurs en cherchant, je pense vous trouvez ça en tapant George Lakoff dans Google Actualité. Il y a un article assez amusant qu'il vient d'écrire là il y a quelques jours sur Trump, sur le nom Donald Trump. Et il explique en se fondant sur les principes du symbolisme phonétique, donc qui est une certaine version de l'iconicité dont je vous parlerai plus tard. Il explique qu'il y a
avec Trump, qui veut dire notamment un atout en anglais, hein, et il y a la sonorité tr et la sonorité ump. Trump évoque quelque chose de puissant, qui évoque, etc. Et il dit, attention, ne vous faites pas avoir par le symbolisme phonétique, et essayez de conceptualiser Trump en l'appelant plutôt Twinkie, par exemple. Hein, et voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a un impact des mots même au plan du symbolisme phonétique qui peut donner l'impression que cette personne peut être effectivement importante pour le pays, avoir une certaine, disons, une force, quoi, pour sauver les États-Unis. Eh bien, dit-il, essayez de l'appeler autrement et vous le verrez plus du tout de la même façon. Hein. Donc, je terminerai sur cette petite notation qui nous sort légèrement du cours, pas tout à fait, malgré tout. Et il reste donc quelques minutes pour les questions si vous en avez.